Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On vient de parler de la France, de ces Jeux olympiques bien spéciaux et de la participation de nos sauveteurs et sauveteuses du Québec, essentiellement, mais du Canada, 3 de l'Ontario et 9 du Québec. Et c'est vrai que c'est une dimension particulière que les Français ont amené absolument les cérémonies en des zones extérieures. C'est un peu particulier. Ils n'ont pas fini de faire jaser, mais tout d'abord, on va parler de politique en France tout à l'heure, mais bien sûr de tous les autres endroits où la politique fait beaucoup de bruit. Stéphanie Tougat est avec nous. Tu veux nous parler, entre autres, ben, c'est peut-être pas un autre pays, mais c'est quand même un astronaute. Ça dépend Marc à qui Garneau. tu parles. Oui, écoute, moi, je pensais, tu vois, cet été, là, qu'on allait avoir un été tranquille, qu'on allait devoir creuser pour trouver des sujets, que les gens allaient dire, ouais, c'est un peu niché, ce dont ils parlent. Mais non, hein, vraiment pas. Écoute, l'actualité politique d'ici et d'ailleurs est foisonnante. C'est incroyable. Puis je voulais te parler de Marc Garneau. Marc Garneau, qu'on connaît, nous, parce que c'est le premier astronaute du Canada à s'être rendu dans l'espace. C'est vrai. Mais c'est aussi un ancien député et un ancien ministre du gouvernement Trudeau qui s'en prend, dans le fond, de manière très, très frontale au premier ministre dans la parution d'un livre qui est à apparaître au mois d'octobre, mais qui a coulé dans les derniers jours. Donc, des extraits qui ont coulé sur des critiques qu'il adresse au premier ministre, notamment dans sa gestion des relations internationales. Il dit que le Canada a perdu son standing, à défaut d'autres termes en français, mais il a perdu donc son positionnement, si tu veux, sur la scène internationale, perd de son influence aussi, que le premier ministre est mal préparé, que le premier ministre sous-estime donc la dimension internationale et l'impact que ça a. Oui, tout à fait, sur la politique locale. Il évoque la notion de spin médiatique perpétuel. Tout est la mise en scène en fonction de la couverture médiatique que ça aura. Exact. Donc, l'ancien ministre Garneau, donc, s'en prend au premier ministre. Faut quand même souligner là, que ça fait quelques anciens ministres qui s'en prennent de manière publique à Justin Trudeau. Pensons à Bill Morneau, plus récemment à Catherine McKenna aussi, Jody Wilson-Raybould. Donc, ça, c'est tous d'anciens ministres qu'on connaît. C'est pas entre nous, là, des backbenchers. C'est des gens qui ont eu des fonctions. Exact. Une ancienne ministre de la Justice, une ancienne ministre de l'Environnement, une ancienne ministre des Finances. Donc, des gens avec des portefeuilles importants. Marc Garneau, donc, qui a été ministre des Transports pendant 5 ans et ensuite, pas très longtemps, ministre donc des Affaires étrangères, mais qui a décidé donc d'abandonner son siège en 2023 et qui, là, publie un livre pour s'en prendre au premier ministre. Ça me semble être encore une fois un caillou dans le soulier de Justin Trudeau. On peut quand même questionner le timing de ce livre-là. Marc Garneau lit les journaux comme toi et moi, se rend bien compte que sa gang, donc les libéraux, sont dans l'eau chaude. Pourquoi est-ce qu'il sort son livre maintenant? Ça me semble pas anodin. Là. Je peux dire que moi, en tout cas, il m'a toujours exaspéré par sa mollesse. Il était face à moi à Ottawa, puis je le trouvais... Il n'y avait jamais rien d'urgent. Moi, je passais ma vie à m'énerver le poil des jambes, parce que je faisais juste ça exploser sur tout le temps. Ça m'étonne pas pantoute. Puis lui, il était toujours là, ouais, peut-être que oui, peut-être. On parlait, je me rappelle de mon collègue Robert Aubin de Trois-Rivières, qui parlait du train à haute fréquence. Ça, c'était un enjeu, parce que le train... Ben oui, elle est en 2015-16. Je veux pas dire ça fait longtemps, mais ça fait un bout, là. Ben oui, non, mais c'est pas me regarder. J'ai pas de marche à l'arrêt. Non, mais dans le sens que ça fait longtemps, puis on parlait de ça. C'est un enjeu important pour les gens de Trois-Rivières, parce qu'ils n'ont pas de service de train, alors que le train, normalement, le corridor Windsor-Québec, passe du côté de Saint-Hyacinthe ou Drummondville. Et sa manière de réagir dans le temps de Mégantic, c'était toujours... Je peux comprendre qu'il n'y a pas juste les éclats qui permettent de trouver des solutions, mais sa manière très posée était parfois exaspérante à un point tel où j'ai dépassé les bornes et j'ai dû m'excuser auprès de lui. Ça me semble coller avec ce qu'on voit aussi de manière très publique. Hein. Déjà, c'est un astronaute, c'est un intellectuel, c'est un académique, c'est quelqu'un qui a dû faire face à des crises ou des situations très, très tendues. Je veux dire, tu vas dans l'espace, il y a des affaires qui peuvent arriver, tu dois garder ton calme. Donc, je devine que dans sa gestion de la crise, il doit être littéralement à 30 000 pieds dans les airs, donc d'être assez calme
calme. Et c'est un gars en anglais, il dit, c'est policy versus politics. Pour moi, Marc Garneau, c'est ça. Donc, c'est quelque chose bien fine. Ben, c'est quelque chose qui achoppe avec Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est une bébite éminemment politique. Mais je pense que Marc Garneau, c'est un gars qui est plus de policy, donc de grandes réflexions. C'est ce que je veux dire par là, sur les grandes politiques. Et je pense que c'est une des sources de tension qu'il peut y avoir entre Justin Trudeau et lui. On se rappellera aussi qu'en 2013, Marc Garneau, il a été candidat à la direction du Parti libéral du Canada. Ah ben oui, ça c'est sûr. Et il a perdu contre qui? Trudeau. Justin Trudeau. C'est ça, c'est sûr que c'est un peu la substance contre le contenant. C'est la forme contre le fond. Je veux dire, je pense qu'ils sont en tout point des opposés. Ouais. Il me semble assez amer aussi, là, Marc Garneau, d'écrire ce livre-là, alors que c'est pas un livre qui porte nécessairement sur son passage en politique. C'est vraiment un livre plus global, donc autobiographique. Puis il prend quand même le soin de donner un coup de batte à Justin Trudeau pendant un chapitre entier. Je me questionne sur pourquoi il fait ça. La mise en scène là-dedans. Ouais. La mise en scène là-dedans, parce que son livre soit celui qu'il est, c'est une chose. Ouais. Et que, comme tu dis, qu'on fuite un peu certains chapitres en déjà. Ce moment, ça, c'est intéressant. En ce moment, juste après, le Toronto-Saint-Paul, alors qu'il y a une crise au leadership, je veux dire, c'est pas anodin tout ça. Non. Et ça vient juste d'amener de l'eau au moulin des députés qui sont nerveux. Les députés qui, en ce moment, réclament un caucus, par exemple, du premier ministre. OK, on en fera un caucus, puis peut-être qu'il en faut un caucus, peut-être qu'il en faut une rencontre pour crever l'abcès puis passer à autre chose. Mais en ce moment, là, c'est pas juste la faute de Justin Trudeau, c'est pourquoi les libéraux sont pas si bons dans les sondages. Puis les députés, ils doivent se ressaisir, je pense, et doivent retourner sur le terrain. Puis c'est ça leur job l'été. Pendant l'année, t'es à Ottawa, t'es loin de ta population, des gens qui t'élisent. L'été, là, descendons sur le terrain, aller voir la population pour dire « Hey, là, ça va pas, là, vous êtes pas en phase avec nous. Qu'est-ce qu'on échappe? » Mais il faut choisir... Quel est le playbook? L'expression commune, hein, c'est quoi le playbook? Ouais. Donc, pour une personne qui fait la politique à Ottawa, là, OK, je m'en vais cogner aux portes, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire? Sur quoi on focus? Sur quoi on met l'accent? Puis moi, j'ai l'impression qu'ici, là, clairement, il faut justement dire, oui, mais c'est quoi l'alternative si c'est pas Trudeau? Pierre Poilievre, êtes-vous conscient des choix que vous faites si vous choisissez les conservateurs? Vous avez beau être tanné, il y a quand même des conséquences. Et la première, pour moi, est toujours climatique. Il y a certainement la politique du « si c'est pas nous, c'est eux ». Donc, ça, c'est évident. Puis les démocrates aux États-Unis font la même chose. Si c'est pas nous, c'est Donald Trump. Regardez ce qu'il y a en face. Exact. Mais il y a aussi, je pense, un devoir d'humilité de dire « Hey, peut-être qu'on vous a pas assez écouté depuis 10 ans. » Il y a des enjeux. Tu sais, nous, on parle d'affaires à Ottawa qui vous concernent pas nécessairement dans votre quotidien. Vous avez de la misère à vous loger, le pouvoir d'achat diminue, la crise climatique qui fait rage. Je veux dire, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont des préoccupations urgentes. Puis peut-être que le Parti libéral a un devoir d'humilité puis de reconnaître ça, qui sont en déconnexion face à la population. C'est drôle parce qu'on dirait que les rôles s'inversent. Oui, complètement. Ça dépasse Justin Trudeau. Moi, j'ai l'impression que les rôles s'inversent parce qu'autrefois, le fardeau de la preuve, c'était le NPD qui devait challenger le côté très sexy et facile d'approche, un peu opportuniste du Parti libéral, qui avait toujours la phrase toute faite pour régler les trucs. Et aujourd'hui, ils sont obligés de pédaler très fort pour faire comprendre leur point de vue, les solutions qu'ils veulent proposer, parce que Poilievre, à l'autre bout, arrive toujours avec des solutions simplistes. I'm gonna change things. C'est ça. Puis il y a une solution magique. Ça, c'est le playbook de Donald Trump. Exact. Moi, je l'aurais réglé. Tu sais, il dit ça. Moi, il n'y aurait pas eu de guerre en Russie. OK, en Ukraine. Très bien. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase creuse. Puis c'est vrai que Pierre Poilievre, il a le sens de la com. Hein? Il dit des phrases, là, just inflation. Puis là, tu dis, OK, toi, t'aurais fait quoi? T'sais, on se rappellera que lui voulait investir nos fonds publics dans la crypto-monnaie. Juste qu'on le rappelle. Donc, bref, mon jupon aura dépassé sur celle-là. Écoute, honnêtement, je sais pas si tu étais là, mais j'ai beaucoup apprécié la chronique d'Émilie Nicolas qui disait qu'à un moment donné, c'est beau de traiter la politique, on adore ça, là, on en parle constamment, puis je pense que les gens aiment beaucoup ça, ce segment-là. On parle de politique un peu comme des stratégies sportives aux éliminatoires. Mais à un moment donné, il y a, s'il y avait c'est pas juste une game, là. Mais c'est ça. S'il y avait un dictateur méchant, mafiosi qui se présentait aux élections, on pensait, je pense qu'il a bien joué ses cartes, c'est super, il va exécuter tout le monde, mais il pourra le faire parce qu'il a été élu. Non, c'est ça. Mais c'est ce que les gens doivent se dire par rapport à un Donald Trump. Je suis pas en train de dire que c'est un dictateur mafiosi, mais quand même, il a quand même dit qu'on se rapprocherait d'un régime autocrate s'il était au pouvoir. Et il est serait reconnu dictateur une seule journée qu'il a dit, je pense. Oui. Et il a été reconnu coupable donc d'un certain nombre
infractions criminelles. Qu'on se rapproche quand même de ta caricature. Parlant de Donald Trump, parlant de Washington, c'est le sommet de l'OTAN. Oui, le sommet de l'OTAN. Avec ce personnage dont tu m'as parlé pour la première fois, qui a un très beau nom. Mark Rutte. Rutte. On voit l'amour que tu as pour les langues germaniques. Oui, c'est ça. Donc, le sommet de l'OTAN qui s'ouvre à Washington fait à noter, intéressant, l'OTAN a été créé il y a 75 ans cette année à Washington. Donc, tout est dans tout. Tout est dans tout et tout est dans 2 des dépenses militaires. Et absolument. Donc, il faut se rappeler donc, que l'OTAN a été créé il y a 75 ans sur fond de 2 enjeux. Hein? La crise nucléaire, mais aussi la menace à l'époque soviétique. Donc, l'OTAN, à l'époque, a été créé sur entre autres, ces 2 enjeux-là. Et c'est l'Europe de l'Ouest qui, voyant le bloc communiste commencer à s'activer, à s'agiter, a tendu la main donc aux États-Unis, entre autres, mais aussi au Canada. C'était Lester B. Pearson à l'époque aux Affaires étrangères, pour mettre en place donc cette organisation-là. Je te dirais qu'aujourd'hui, 75 ans plus tard, je pense qu'on est en même place. C'est vrai. L'OTAN est sollicité pour les enjeux pas soviétique, mais russe, mais avec un Poutine qui a envie de ramener cet empire à quelque part soviétique avec l'annexion de l'Ukraine, notamment par la Crimée en 2014, mais aussi par l'Ukraine maintenant. Et la menace nucléaire, l'Iran qui commence à se réagiter, et les puissances militaires un peu partout sur la planète qui parlent de la question nucléaire, qui font des tests balistiques dans l'eau un peu partout en Asie. Donc, je trouve qu'on est dans un contexte qui ressemble à celui il y a 75 ans maintenant, dans lequel l'OTAN a été créé. Et c'est sur ça que s'ouvre le sommet à Washington cette semaine. Mais effectivement, donc, plus d'actualité que jamais au niveau de sa mission d'origine, quand même fortement questionné par Donald Trump qui disait, ben moi, je pense que la NATO, ça sert à rien. Après ça, qui dit, ben là, si vous voulez qu'on vous protège, mettez l'argent que vous êtes supposé mettre, c'est pas toujours au grand frère américain de le faire. Mais ça, on comprend Donald Trump de dire ça. Parce que franchement, si c'est toujours à lui de sortir son chéquier, parce que on a le Canada, pour ne pas le nommer, qui dit, ben nous, on croit plutôt au soft power. Hein. On a l'impression que c'est plutôt la diplomatie qui règle les choses. Puis je pense que Mélanie Joly est beaucoup là-dedans. Puis en effet, ça peut payer la diplomatie. Mais quand de l'autre bord, tu as une guerre, pas une guerre froide, une guerre chaude en Ukraine contre la Russie, la diplomatie, ça a peut-être ses limites. Donc, d'avoir un OTAN qui est affaibli parce que pas tout le monde cotise à la cagnotte, ben, c'est fâchant. Puis il a raison de le dénoncer. Ben, je suis d'accord. Donc, je pense que ça va être un sujet. Là, est-ce que Biden était d'accord? Est d'accord? J'en parlais au passé, c'est affreux. Est-ce que Biden est d'accord avec lui? Il est encore en vie en plus. Mais il est-tu d'accord? Joe Biden est moins sévère. Mais évidemment, les États-Unis, ça fait partie de leur politique étrangère d'être tannés, d'être les premiers bailleurs de fonds. Puis on les comprend. Là, je t'écoutais, puis dans ma tête, je faisais un calcul, je reculais. 75 ans, 2024, ça veut donc dire que c'était créé en 49. Fait qu'en 49, après la guerre de 39-45, 4 ans plus tard, le bloc soviétique inquiétait l'Europe déjà? Oui, absolument. Absolument. Puis, en fait, ça a mené à toute l'espèce de politique, disons, la théorie des relations internationales de 50 à 2000 ou à virtuellement 2000, là, a été basé sur ça. Hein, les espèces de deux blocs, donc capitaliste versus communiste, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, jusqu'à la fin du pacte de Varsovie, qui a été la chute de l'Empire soviétique et qui a mené au contexte actuel. Ben, ça veut donc dire qu'il va falloir que je fouille, mais où on pourra s'en reparler, mais il y a eu un moment charnière entre 45 et 49 en Union soviétique pour passer des alliés à une super guerre froide. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, tu voulais aussi me parler, puis, évidemment, on parlait des Jeux olympiques. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en France? Oh là là! Ça aussi, eux autres, ça va être occupé. Ben écoute, c'est tellement intéressant la politique. Tu le sais. Moi, je me lève le matin, je regarde ce qui se passe dans les journaux en ce moment. Je me dis, c'est qui le premier ministre? Ça va être qui? Qui vont nommer? Est-ce qu'ils vont le nommer cette semaine? Donc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce moment. Je regarde beaucoup à gauche parce que la gauche, en ce moment, crie pas mal sur toutes les tribunes victoire, alors qu'ils n'ont pas remporté le vote dans l'urne. Ils ont remporté le vote en termes de nombre de sièges. Puis je trouve que la gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, ne fait pas preuve d'humilité et de prudence dans un contexte où il y a un électeur sur 3 qui a voté pour le Rassemblement national, puis ils en font fi, puis ça m'inquiète. Parce que je pense vraiment que si la gauche, en ce moment, forme le gouvernement avec cette espèce d'arrogance-là, je pense vraiment, vraiment que le Rassemblement national va faire un score extraordinaire dans 2 ans. Et ils vont être eux-mêmes leurs propres ennemis. Ça m'inquiète vraiment de ne pas les voir réaliser à quel point ils peuvent être leurs propres ennemis, alors que les Français considèrent que depuis
je vais dire Mitterrand, la gauche a déçu en France. Et je lisais Christiane Taubira, qui est une ancienne ministre de la Justice que je trouve d'une hauteur intellectuelle incroyable ce matin, qui disait « La gauche devra gouverner ensemble jusqu'à un certain point et ils devront le faire dans le souci de bien représenter et défendre la classe ouvrière en France. » Parce que c'est vrai que la classe ouvrière en France, non seulement elle a tourné le dos à la gauche, pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas écoutée. Elle a l'impression que c'est une petite élite qui ne les écoute plus et ils se sont retournés vers le Rassemblement national massivement. Mais c'est un débat qui franchit les frontières parce que immédiatement, je pense à Québec solidaire ici, qui a un très faible taux de pénétration hors Montréal, hors ligne orange, voilà. Un peu à Québec, évidemment, mais dans des quartiers très éduqués, très à gauche, où ils ont envie... C'est très universitaire, c'est très... en dehors, tu sais, comme de l'ouvrier qui a des conditions de base ordinaires, son réflexe naturel, c'est pas de se revoir, de se retrouver chez Québec solidaire. Puis c'est un peu la même chose aux États-Unis. Ben oui, tout à fait, mais c'est quand même surprenant parce que, tu sais, tant en France qu'aux États-Unis qu'ici, ces gens-là se retournent vers des gens qui ne sont pas plus des ouvriers. Là. Je veux dire, Jordan Bardella, c'est pas un ouvrier. Marine Le Pen, ce n'est pas une ouvrière. Elle est issue d'une grande famille française. Donald Trump, c'est un multimillionnaire qui a fraudé et qui n'a pas payé son dû. Donc, il y a quelque chose qui devra être étudié et compris. Parce en termes sociologiques. Mais absolument. Mais c'est quand même fascinant. Seigneur, comment ça? Est-ce que cette classe-là qui en arrache, qui a un pouvoir d'achat difficile, se retourne vers un millionnaire aux États-Unis qui n'a pas payé son dû? Ça m'étonne. Puis en France, c'est un peu la même chose. Hein? Jean-Luc Mélenchon, évidemment pas l'ouvrier moyen français, mais est-ce qu'il y a un parallèle à faire? A été snobé. Parce que, disons, comme malheureusement son nom m'échappe, mais la nouvelle leader syndicale qui est apparue, Mme Picard. Oui. On sentait chez elle, puis là, on la voit moins, ça m'inquiète un peu, mais il y a quand même, pour moi, je fais le lien ici avec les forces ouvrières, là, avec le monde ordinaire, qui ont besoin, par exemple, on s'est parlé de syndicats l'autre jour, on a besoin de gens qui représentent les intérêts du monde ordinaire. Oui. Puis Mme Picard semblait incarner ça un peu. On la voit moins. Il y a eu une salissure récente, je me souviens plus c'est quoi. On la voit moins, je me documenterai, je suis désolé. Mais on s'en reparlera jeudi. Le mouvement, ben oui, quand tu veux. Le mouvement syndical, a-t-il aussi vécu cette déconnexion? Je pense pas. Moi, je pense pas, mais peut-être. Mais au-delà de la politique. J'ai l'impression... écoute, j'étais peut-être un peu jeune pour regarder la chose politique, mais dans les années 90, mettons, si on regarde la force politique des centrales syndicales en France, mais ici au Québec aussi, j'ai l'impression qu'il était déterminant sur la chose publique. Il était beaucoup présent dans l'espace médiatique, mais aussi faisait la différence dans les élections. C'est des gens que tu voulais courtiser, que tu voulais avoir de ton bord parce que ça avait un impact pour vrai, puis c'était une force mobilisatrice de changement. J'ai l'impression que les centrales syndicales se sont beaucoup professionnalisées dans les dernières années. Oui, comme n'importe quoi. Et ils le font bien, mais peut-être qu'en effet, il y aura... déconnexion. En tout cas, en apparence, peut-être seulement. Regarde ce qui s'est passé avec la FIC. Ils ont voté pour le contrat de travail qui était négocié, puis finalement, personne n'est content. C'est quand même, je trouve qu'il y a un lien à faire entre les gens qui disent représenter le peuple, donc la gauche, puis les syndicats qui sont supposés représenter leurs ouvriers, puis une déconnexion. Puis tu as évoqué le mot professionnalisation. C'est peut-être un peu ça. Est-ce que être un politicien de gauche aux États-Unis, c'est vivre à Nantucket ou à Martha's Vineyard puis avoir un char électrique qui coûte 200 000 $? Je pense pas qu'on peut s'occuper du petit monde. Ben, c'est sûr que ça doit brusquer. Puis surtout quand tu vois que cette gauche-là, donc, elle est très, très professionnelle, justement. Puis peut-être qu'elle est moins inspirante pour nous, la population. Allons rencontrer nos délégués syndicaux. Ben, allons dans les soupers spaghettis. Allons-y dans les soupers spaghettis. C'est bon. C'est le conseil qu'on donne aussi aux libéraux cet été. Allez donc dans les soupers spaghettis. Puis c'est pas vrai, ça s'enlève ces tâches-là. Salut! Salut, à bientôt. Merci beaucoup.